Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Combien espérez-vous de députés pour votre formation La France Insoumise dimanche soir? Un maximum, M. Namias. Un maximum, d'accord, très bien, je m'en doutais, mais ça veut dire quoi un maximum dans votre esprit? Vous voyez, il reste à ce deuxième tour 74 candidatures La France Insoumise. Si on y rajoute la petite dizaine de députés que nous soutenons, c'est-à-dire 4 frondeurs socialistes, 5 ou 6 candidats communistes, voilà, bon, on va être autour de 80, un peu plus de 80 potentiels. Donc ça laisse la possibilité de former un groupe, ce qui à cette heure est l'essentiel à mes yeux. Former un groupe, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire avoir 15 sièges. C'est un groupe que, quoi qu'il arrive, vous formerez, vous en aurez besoin avec les élus communistes. On le formera avec tous ceux qui sont d'accord pour mener le combat avec nous. On verra, j'espère que les élus communistes auront envie de le faire parce qu'ils ont refusé de signer au départ la charte, enfin pour certains d'entre eux, qui prévoyait justement de former un groupe. Moi, je suis très attaché à l'idée. Bon, c'est vrai que vous les ménagez pas toujours non plus. Hein. Je lisais encore des propos de vous il y a quelques jours. En France, qui bloque tout, c'est le PC qui ne veut pas faire un nouveau parti. Vous n'êtes pas tendre avec ceux dont vous souhaitez l'alliance. Vous m'aurez mal lu. On a une divergence qu'on peut comprendre. Moi, je crée un mouvement. D'autres sont très attachés à la forme de leur parti. Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais il faudrait tout de même cesser de me reprocher continuellement tout ce qui ne va pas. Ce n'est pas moi qui ai maintenu des dizaines de candidats qui font qu'aujourd'hui, ceux de la France Insoumise ne parviennent pas au deuxième tour. C'est une réalité. Mais vous savez, Monsieur Namias, moi je mets ça de côté. Le principal problème pour moi, c'est pas les bisbilles entre petits groupes, c'est ce phénomène de masse. Les gens ont préféré faire la grève froide du vote en n'allant pas voter, plutôt que de nous désigner même. Vous voyez, je balaye devant ma porte, nous comme la force d'opposition. Donc je leur dis, la force d'opposition, c'est nous. Et les amis, si vous ne le faites pas, vous allez terminer avec le parti unique et 570 circonscriptions Macron. C'est de la folie, Jean-Luc Mélenchon, on va parler de ça. Une petite question encore sur l'Assemblée. Si vous avez suffisamment d'élus pour former un groupe, vous briguerez la présidence de ce groupe, vous, Jean-Luc Mélenchon, à l'Assemblée? Je ne sais pas, on organisera le travail. Mais ce serait votre souhait? On aura beaucoup de... Non, mais si vous voulez, mes responsabilités sont plus grandes. Et je dois doser l'effort que je fournis. Pourquoi? Parce que il s'agit aussi d'articuler le groupe avec la lutte sociale qui va avoir lieu et avec le mouvement La France Insoumise qui compte 500 000 membres. Donc c'est une tâche énorme qui est devant nous. Mais la lutte aura lieu. Vous rappeliez à l'instant l'abstention qui a fortement marqué le premier tour et qui a été très forte chez ceux qui avaient voté pour vous lors de l'élection présidentielle, puisque seuls 42% de vos électeurs du 23 avril ont fait le déplacement dimanche dernier. Le mot d'ordre, ce matin vous vous adressez à ceux qui sont susceptibles de voter pour vous. Pourquoi est-ce qu'ils feraient le déplacement dimanche? Mais parce que je crois qu'ils ont besoin de nous. Et nous avons besoin d'être une force politique qui mène le combat. Enfin, quand même, les gens feraient se rappeler que c'est le code du travail qui va passer à la trappe. Ce sont les libertés publiques qui vont réduire. Donc je pense que les gens, maintenant, vont se dire, bon, ça vaut la peine d'aller donner le coup de main. Mais après, il faut respecter. Les gens, au premier tour, ont décidé de ne pas y aller. C'est leur choix. C'est pas par indifférence. Ils ont voulu Vous dites faire pas, comme on a entendu dans un reportage cette semaine, celui qui est toujours député, Gilbert Collard, dire allez, tas de fainéants. Et on l'a entendu dire ça. Vous dites pas ça? Non, non, pas du tout. Les gens le dégagisme est à l'œuvre et vous verrez qu'ils dégagent tout le monde et ça va continuer au deuxième tour et vous verrez que ce sera le tour de M. Macron bientôt quand les gens vont s'apercevoir qu'ils ont fichu dehors les Républicains et le PS. C'est pas pour manger un potage qui contient les deux à la fois. Mais précisément, cette majorité présidentielle autour d'Emmanuel Macron, sans le PS, sans les Républicains, etc. Depuis quelques jours, se sont succédés au micro d'Europe 1 des représentants socialistes, des représentants de droite qui disent « Ah, attention, concentration des pouvoirs dans une seule main, on risque d'aller vers un parti unique ». Très franchement, selon vous, Jean-Luc Mélenchon, qui connaissez intimement nos institutions, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui? Le risque, il est considérable. L'ordre public social va être dévasté par la remise en cause de tout le code du travail. Je vous demande d'y réfléchir. L'ordre des libertés publiques va être dévasté par l'introduction de l'état d'urgence dans la loi ordinaire. Un homme tout seul qui se autoproclame jupitérien et un concert de louanges médiatiques, pardon de vous dire ça, qui est absolument ahurissant. Donc cet homme va finir réellement par croire qu'il marche sur les eaux. Oui, la situation, de ce point de vue, n'est pas saine. Enfin, ici, c'est la France, pas la Russie. On va se retrouver avec moins de représentants de l'opposition qu'il n'y en a en Russie. Et vous dites que la situation n'est pas saine, moins de représentants de l'opposition. Je regardais les voix
au premier tour, votre formation obtient sensiblement le même nombre de voix que le Front National, un peu moins si on enlève ceux qui se sont portés vers les candidats communistes. Est-ce que vous trouvez normal que ce système vous assure potentiellement un groupe, on en parlait au début de cet entretien, alors qu'on sait d'ores et déjà que le FN aura du mal à avoir plus de 2 ou 3 députés avec le même nombre de voix? Est-ce que c'est acceptable? Monsieur Namias, votre compassion pour le Front National... c'est pas une compassion, c'est une interrogation sur notre système tel qu'il fonctionne. Pardon, monsieur Namias, si vous permettez qu'on vous contredise un instant. Oui, non, mais pas si pour parler de compassion pour telle ou telle formation. Voilà. Oui, parce que le vrai problème, monsieur Namias, ça n'est pas le nombre d'élus qu'aura le Front National par rapport à la France insoumise, c'est la question de savoir comment quelqu'un avec 14% des inscrits peut avoir 70% des sièges, ce qui est le cas de M. Macron. Et comment il se fait que si nous étions à la proportionnelle, nous aurions eu 80 sièges et que là, nous sommes en train de ramer toutes nos forces pour arriver à en avoir 15. Ça, c'est le système de la Ve République, du mode de scrutin et d'institutions pyramidales qui donnent tous les pouvoirs à la monarchie présidentielle. Donc vous allez voir que ça va mal tourner. Mais évidemment, dans ce pays, le dire, c'est s'exposer immédiatement à des railleries jusqu'à ce que le système s'effondre, parce qu'il est malsain. Est-ce que ce système, et donc vous le rappelez, une formation avec 14-15% en tout cas au premier tour des inscrits qui va obtenir sans doute une très large majorité, délégitime d'une certaine manière la majorité qui sera en place? Par la force des choses, aucun démocrate ne peut dire ça. Les institutions qui s'appliquent, ce sont celles de la Constitution de la Ve République. Maintenant, le pouvoir dans une démocratie, la question de la légitimité n'est pas le seul aspect. Il y a la question du consentement à l'ordre. Comment voulez-vous que la masse des Français, dont la moitié n'est pas allée voter, pour des raisons politiques, de grève froide, moi je ne dis pas que les gens étaient des feignants, comment voulez-vous qu'un pays où 14% s'approprie tous les pouvoirs, comment voulez-vous que la masse de la population consente à l'ordre qui résulte d'une telle situation? Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'au-delà de ce qui se passera dans l'hémicycle et des projets de loi qui seront sans doute votés les uns après les autres compte tenu de la majorité, s'il y a un problème de consentement, c'est par la rue qu'il doit s'exprimer, Jean-Luc Mélenchon? La rue, c'est un mot excessif. On comprend que ça a une espèce d'imagerie émeutière, ce n'est pas le sujet. La démocratie, c'est à la fois la vie dans un entretien très intéressant d'ailleurs que vous avez accordé à Society cette semaine, vous parlez d'une mèche qui brûle déjà. Donc on sent quand même qu'il y a ce ferment de contestation. C'était ce que je comptais dire, mais si vous voulez bien... Donc, on vous écoute. Oui, mais redites-moi la question. Parce que est-ce que cette opposition qui ne pourra pas s'exprimer à l'Assemblée, est-ce qu'elle a vocation à s'exprimer dans la rue? Mais d'abord, l'opposition a vocation à s'exprimer à l'Assemblée. C'est pour ça qu'il y a une démocratie parlementaire. Si une Assemblée, ça doit être une armée qui a le doigt sur la couture du pantalon, c'est pas la peine de faire une Assemblée. On appelle ça une dictature et l'affaire est réglée. Ce n'est pas une dictature. Une démocratie, ça suppose une majorité et une opposition. Je dis aux gens qui m'écoutent, permettez qu'il y ait une opposition humaniste, écologique et sociale, point numéro 1. 2, la démocratie sociale va continuer. Si vous croyez que les travailleurs de ce pays et les salariés d'une manière générale vont se laisser tondre simplement parce que tous les hebdomadaires du pays publient la photo souriante du jeune prince, vous rêvez. Ici, c'est la France et un siècle et demi de lutte sociale contenue dans le Code du travail ne vont pas être abrogés d'entrée de plume. Il y aura donc une lutte sociale. Et dont vous pourriez-vous, Jean-Luc Mélenchon, prendre la tête si besoin? Parce qu'on a des syndicats qui sont aujourd'hui assez complaisants, en tout cas, qui sont très apaisés avec le nouveau pouvoir. Ce n'est pas mon analyse du tout. Bon. Vous verrez que les syndicats, ils sont contraints au réalisme du rapport de force. Le rapport de force aujourd'hui semble écrasant en faveur de M. Macron. Dès lors, les syndicats se tiennent prudents et avancent doucement en sachant que le texte ultime sur le Code du travail arrivera le 21 septembre. Il y a largement le temps de s'organiser. Non, moi je ne prendrai pas la tête, mais ce qui est clair, c'est que le groupe d'opposition que nous formerons à l'Assemblée sera, comme on dit, articulé avec le mouvement social. Ça va être mon travail numéro 1 avec ce groupe. Jean-Luc Mélenchon, un mot encore sur cette campagne. Dans l'interview que nous évoquions, que vous avez accordée à Society, vous expliquez que la violence est naturelle chez tout le monde et qu'il ne faut pas avoir peur du conflit. Est-ce que cette campagne n'a pas été marquée par un trop-plein de violence, par un trop-plein de conflit, quand on voit ce qui s'est passé hier avec Nathalie Kosciusko-Morizet hier dans les rues de Paris? C'est peut-être moi qui l'ai poussé. Non, c'est pas du tout ma question, ni même mon insinuation. Moi, je n'ai pas... C'est sur la violence de cette société. Mais je n'ai jamais plaidé pour la violence. Monsieur Namia, je vous demande de bien préciser ce point. Jamais, d'aucune façon, et je ne cesse de dire à mes amis que la violence, nous en sommes toujours perdants. Je parle de la conflictualité. Accepter l'idée que la vie est faite de conflits.
Les adultes acceptent les conflits parce que grâce à ça, ils peuvent les dépasser. Et dans la vie politique, c'est par la démocratie, la diplomatie que l'on dépasse la conflictualité. Mais il faut l'assumer. Maintenant, il est clair que dans la vie politique, on a vite fait de passer à une violence déchaînée. J'en ai subi largement le prix. Absolument. Ah ben, je fais l'objet d'un harcèlement sur chacun de mes mots, qui est une violence inouïe, mais je l'accepte parce que c'est une violence verbale et qui ne dépasse pas certaines limites. Et je condamne, mais pas pour vous faire plaisir, mais comme stratège et comme organisateur du combat de ma famille politique, pas de violence. Jamais ça se retourne toujours contre nous. Les propos sont très clairs. Nous sommes à quelques encablures ici du magnifique vieux port de Marseille. Oui. Élection dimanche, où vous êtes aujourd'hui favori. Si vous êtes élu, on entendait cette semaine dans les reportages de Mélanie Nunes, des Marseillais, qui disaient après l'Assemblée, Mélenchon, il faudra qu'il soit à la mairie. Est-ce que la prochaine étape pour vous, c'est la mairie de Marseille ? Non. C'est ferme. C'est clair. Je ne suis pas venu à Pourquoi ? Marseille pour être candidat à la mairie de Marseille. Je suis venu à Marseille pour y être le tribun du peuple marseillais qui parle au pays. Cette ville ne parle pas au pays, elle se parle entre elles, sa classe politique est très autocentrée, et Marseille ne parle pas au pays, alors que Lille parle au pays par Madame Aubry, Lyon parle au pays par Monsieur Colomb, et Toulouse parle au pays par Monsieur Moudin. Donc vous souhaitez néanmoins être une voix de Marseille à défaut d'en être le maire ? Je serai la voix du peuple qui ici représente si bien la situation sociale de tout le pays, en particulier dans cette circonscription, il y a des très pauvres, des très riches, et donc oui, voilà ma fonction, organiser, faire de l'éducation populaire, représenter les intérêts du peuple tout entier, et pas la combine locale à l'Assemblée nationale. Voilà la mission que je me donne. Puis après, vous savez, les gens, ils sont capables de se fabriquer une équipe municipale sans moi ici, hein. Ils le savent, j'espère pour eux d'ailleurs. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Deuxième tour des élections législatives, dimanche, ici à Marseille comme partout en France. Bonne journée.